Ada sortit de chez elle, ses petits pieds avançant prudemment sur le chemin caillouteux qui menait à l'école Saint-Charles, la seule école du village d'Élélélélélé. Elle tenait dans sa main une petite boîte en plastique contenant du riz avec un petit morceau de viande, un repas que sa mère lui avait préparé avant de partir à son étal au marché local. En marchant, Ada passa comme d'habitude près de l'ancienne boulangerie, et il était encore là, un vieux sans-abri, toujours assis au même endroit, sous un grand arbre. Ses vêtements étaient déchirés par endroits, ses pieds nus et crevassés reposaient sur un carton aplati. On disait souvent aux enfants de ne pas s'approcher de lui. Elle l'avait déjà vu plusieurs fois, mais ce jour-là, elle ne savait pas pourquoi elle se sentait si touchée. Le vieil homme avait l'air encore plus faible, plus affamé que d'habitude. Ada s'arrêta. Elle baissa les yeux vers sa boîte de déjeuner, puis le regarda encore. Un combat silencieux commença dans son cœur. « Mais j'aurai faim, pensa-t-elle, et maman va me gronder. » Puis elle se souvint des petits gâteaux biscuits et des bonbons à la noix de coco que l'ami de sa mère avait apportés de la ville la veille. Ils étaient dans son sac d'école, prévu pour la récréation. Ça devrait suffire jusqu'à la fin de la journée, pensa-t-elle. Sans hésiter, elle fit demi-tour et marcha vers lui. Il ne la vit pas tout de suite, la tête baissée, les yeux à moitié fermés. Mais quand son ombre tomba sur ses pieds fatigués, il leva lentement la tête. Ada s'agenouilla doucement à côté de lui et posa la boîte devant lui. « Je veux que vous mangiez ça, grand-père, » dit-elle avec un doux sourire. « C'est du riz avec de la viande. » Le vieil homme cligna des yeux un instant, incapable de parler. Il fixa la boîte, puis elle, puis la boîte à nouveau. « Je ne comprends pas, » murmura-t-il, la voix à peine audible. « Tu me donnes ton repas ?» Ada hocha la tête. « J'ai des gâteaux, ça ira. » Les larmes montèrent aux yeux du vieil homme avant qu'il ne puisse les retenir. Et d'un coup, le barrage céda. Il se mit à pleurer, pas de simples larmes discrètes, mais des sanglots lourds qui secouaient tout son corps fragile. Il serra la boîte contre sa poitrine comme un trésor, comme si elle valait plus que de l'or. Ada ne comprenait pas pourquoi il pleurait autant, mais elle posa doucement une main sur son épaule. « Ne pleurez pas, grand-père, ce n'est rien. » Il la regarda, le visage trempé de larmes. « Comment tu t'appelles, petit ange ?» « Ada, » répondit-elle. « Ada, » répéta-t-il comme si le nom était sacré. « Que Dieu te bénisse, mon ange. Qu'il te bénisse pour toujours. » Des gens de l'autre côté de la rue se tournèrent un instant, puis continuèrent leur chemin. Mais Ada ne bougea pas. Elle attendit, le regardant pleurer, comme si elle savait que ses larmes faisaient partie de la guérison. Puis elle lui fit un dernier sourire, se leva et repartit vers la grille de l'école en fredonnant doucement, sautillant légèrement. Le vieil homme la regarda partir jusqu'à ce qu'elle disparaisse dans la cour. Encore tremblant, il ouvrit la boîte. L'arôme l'envahit immédiatement, du riz tendre, parfumé avec cet amour qu'on ne trouve que dans les plats faits maison. Un petit morceau de viande reposait au-dessus comme une couronne sur un trésor. Les larmes lui revinrent. Il n'avait pas mangé un vrai repas depuis des semaines. La plupart du temps, il grattait des morceaux de pain dans les poubelles. Parfois, il ne trouvait rien. Mais aujourd'hui, cet enfant lui avait donné son seul vrai repas. Il prit la petite cuillère soigneusement rangée dans un coin de la boîte. Ses mains étaient sales, mais il s'en fichait. Avec des doigts tremblants, il prit une bouchée et la porta à ses lèvres. Il gémit. Dès que les épices riches touchèrent sa langue, il gémit d'émotion. Ce n'était pas juste de la nourriture. C'était de la bonté, de l'amour, de l'espoir, enveloppé dans du papier aluminium, offert par une enfant qui avait si peu et avait pourtant tant donné. Ada avait 9 ans. Elle était l'unique enfant de Marie, une petite femme douce, aux mains dures et calleuses à force d'années de labeur au marché d'Annama. Leur maison était une petite case en terre au bord du village, avec un toit qui fuyait et une porte en bois qui grinçait. Certaines nuits, la pluie tombait à l'intérieur, et tout ce qu'elle pouvait faire, c'était placer un récipient et se serrer dans un coin sec. Elles n'avaient rien de luxueux, mais elles avaient l'essentiel, l'amour. Et Ada, elle était un rayon de soleil. Tout le village la connaissait pour sa politesse, son sourire, et sa façon de saluer les aînés avec respect, comme une petite reine sans couronne. Elle n'avait jamais connu son père. Chaque fois qu'elle demandait, sa mère soupirait et disait simplement « Il est décédé quand tu étais toute petite ». Marie était une petite commerçante qui vendait des légumes et des ingrédients pour la soupe dans le marché poussiéreux. Elle avait aussi un petit jardin derrière sa case, où elle cultivait quelques légumes et piments pour la consommation. Elle vivait au jour le jour, et Marie luttait pour payer les frais de scolarité de sa fille. Malgré tout cela, elles étaient heureuses et reconnaissantes. Ada ne se plaignait jamais. Et ce matin-là, quand elle donna son repas au vieil homme, ce n'était pas parce qu'elles avaient beaucoup. C'était parce que sa mère lui avait appris que la gentillesse, c'est la vie. À la fin de l'école, cet après-midi-là,
Ada rentra chez elle en sautillant, son sac balançant dans son dos, un doux air sur les lèvres. La journée avait été longue, et son ventre gargouillait un peu. Les bonbons et le biscuit ne l'avaient pas vraiment rassasiée. Mais son cœur, lui, était plein. Quand elle poussa la vieille porte en bois de leur maison, elle vit sa mère dans un coin de la pièce, en train d'éplucher du manioc. Elle leva les yeux et sourit à sa fille, mais son sourire disparut presque aussitôt. « Ada, où est ta boîte de déjeuner ?» demanda-t-elle d'un ton sévère. Ada se figea, la main encore sur la porte. « Maman, » dit-elle doucement, « je l'ai donné à quelqu'un. » Le manioc tomba des mains de sa mère. « Tu as fait quoi ?»« Je l'ai donné à quelqu'un, » répéta Ada, les yeux baissés. « Au vieux monsieur qui est toujours près de l'école. Il avait très faim aujourd'hui. » Un silence remplit la petite pièce. « Tu as donné ton repas ?» s'écria Marie. « Le seul que tu avais aujourd'hui ?»« Ada, ne t'ai-je pas dit qu'on n'a pas assez pour gaspiller ainsi ?» Ada fit un pas en avant, prudemment. « Je ne l'ai pas gaspillé, maman. Je l'ai donné à quelqu'un qui en avait plus besoin. J'ai mangé les biscuits et les bonbons de tante Nina. » Ça allait. Marie soupira, s'essuya les mains sur son pagne, puis s'approcha doucement de sa fille et la prit par les épaules. « Ada, mon enfant, je comprends. Tu voulais bien faire. Tu as un bon cœur, et Dieu le voit. Mais nous sommes pauvres. Tu comprends? On ne peut pas se permettre de donner notre nourriture comme les riches. Et si je ne trouvais rien à te donner ce soir ?» Ada leva les yeux vers les yeux fatigués de sa mère. « Mais, c'est toi qui m'as appris à être gentille. Tu dis toujours, aide les autres quand tu peux. C'est ce que j'ai fait. » Le visage sévère de sa mère s'adoucit, la colère dans sa voix s'éteignit. « Oui, » murmura-t-elle. « Je t'ai bien appris cela. » Elle s'agenouilla lentement devant Ada, ses yeux à hauteur de ceux de sa fille. « Mais j'ai aussi besoin que tu apprennes autre chose, mon amour. La gentillesse, c'est beau. Mais tu dois aussi être prudente. Tu es encore une petite fille. Tu ne dois pas parler aux inconnus, tu m'entends? Cet homme, on ne sait pas qui il est ni d'où il vient. Aujourd'hui, il a l'air faible, mais certaines personnes font semblant. Le monde n'est pas toujours gentil. »« Je sais, » répondit Ada doucement. « Mais j'ai vu ses yeux. Il avait faim, vraiment faim. Il a même pleuré. » Marie regarda sa fille. Cette petite fille au si grand cœur. Un mélange de fierté et de peur monta en elle. Fierté que sa fille soit aussi généreuse, peur qu'un jour, cette bonté ne la mette en danger. Elle serra Ada dans ses bras. « Ne cesse jamais d'être gentille. Mais ne t'approche jamais trop des inconnus. » Elles restèrent silencieuses un moment, les rayons orange du soleil couchant traversant la fenêtre et réchauffant la pièce. Ce soir-là, alors qu'Ada était allongée sur le matelas fin qu'elle partageait avec sa mère, elle pensa au vieil homme. Qui était-il? Pourquoi était-il seul? Elle ne connaissait pas son nom, mais décida de l'appeler « grand-père » à cause de ses cheveux gris. Ce qu'Ada ne savait pas, c'est que cet homme assis, silencieux, près du portail de l'école, n'était pas un pauvre. Il avait été milliardaire. Avant les rides, les vêtements déchirés et l'odeur des rues, il avait porté des costumes cousus en Italie, conduit des voitures avec des sièges chauffants et signé des contrats à l'international. Son nom était Monsieur Sewa Wilson, un Afro-Américain qui avait passé plus de 30 ans aux États-Unis, construisant un empire immobilier à partir de rien. Son nom avait figuré sur les couvertures de magazines d'affaires. Le génie africain de Wilson, de l'orphelin au magnate. Il avait construit des maisons, offert des bourses à des étudiants qu'il ne connaissait pas, donné des millions à des œuvres associatives. À 60 ans, il avait décidé de revenir en Afrique pour diriger son entreprise sur place. Ce devait être un nouveau chapitre, une période de repos. Il voulait simplement se poser, faire du bien autour de lui. Une fondation, une bibliothèque, un hôpital. Il avait de grands projets. Il était rentré discrètement, laissant ses enfants aux États-Unis. Sa femme était décédée. Mais quelque chose s'était mal passé. Personne ne sut vraiment ce qui s'était passé après son retour. Il disparut. Son téléphone cessa de fonctionner. Des années plus tard, il était là, assis au bord d'une route poussiéreuse dans le village reculé d'Anyoma. Barbu, courbé, brisé. Ses vêtements étaient en lambeaux, il ne parlait à personne, ne demandait rien à personne. Certains disaient qu'il était fou, d'autres pensaient qu'il était juste malchanceux. Mais personne ne savait. Personne ne posait de questions. Et Monsieur Sewa ne savait même plus qui il était. Il était devenu comme un vieux panneau oublié. Les gens passaient, les enfants le regardaient, les commerçants murmuraient. Mais personne ne s'approchait. Jusqu'à Ada. La petite fille qui n'avait pas vu un fou, mais un homme dans le besoin. Elle lui avait donné son repas ce matin-là. Le lendemain matin, Marie se leva plus tôt que d'habitude pour préparer le petit déjeuner.
Elle fit frire les derniers haricots qu'il restait pour faire des beignets. Elle avait pris sa décision, elle en ferait un peu plus. Pas pour elle, mais pour lui, ce vieil homme fragile à qui sa fille avait offert un geste de bonté. Elle ne savait pas qui il était, mais quelque chose dans le récit d'Ada ne quittait pas son esprit. La façon dont elle avait décrit ses larmes, la manière dont il avait serré le repas contre lui. Cela l'avait profondément touchée. Quand Ada se réveilla à moitié habillée, frottant encore ses yeux, elle fut surprise de voir sa mère dans la cuisine. Marie venait de poser la dernière boule de beignet sur un petit morceau de papier brun. Elle le replia soigneusement, se tourna vers Ada et le lui tendit. « Prends ceci pour ton vieil ami, » dit-elle. Ada cligna des yeux, surprise. « Tu as cuisiné pour lui. » Marie hocha la tête et alla vers le placard. Derrière un sac de gari, elle sortit une autre boîte repas et la glissa dans le sac d'Ada. « Ça, c'est le tien. » Elle montra le paquet chaud. « Et ça, c'est pour lui. Ne les mélange pas. » Puis elle ajouta, « Mais écoute-moi bien, Ada. Ce n'est pas quelque chose que tu fais toute seule, tous les jours. Si tu veux lui donner quelque chose, tu dois toujours m'en parler d'abord. Tu comprends ? » « Oui, maman, » répondit Ada. « On n'a pas grand-chose, » continua Marie, « mais tant que j'ai quelque chose, même un peu, je m'assurerai que cet homme ne dorme pas le ventre vide. » Ada hocha la tête rapidement, tenant le paquet comme un trésor. Ce matin-là, elle quitta la maison avec de la joie dans le cœur, ses tresses bondissant pendant qu'elle courait vers l'école. Dès qu'elle tourna le coin, elle le vit. Assis à sa place habituelle sous l'arbre. Il était toujours voûté, mais ses yeux se levèrent quand il entendit ses pas. Sans un mot, elle lui tendit le paquet. L'homme le prit lentement, ses doigts tremblaient. Il la regarda, non seulement avec gratitude, mais aussi avec quelque chose de plus fort, de sacré. « Merci, mon petit ange. » Le surnom resta. Depuis ce jour, il l'appela toujours ainsi chaque matin. Et, comme promis, Marie tint sa parole. Chaque matin, avant qu'Ada parte à l'école, sa mère emballait quelque chose dans du papier brun, de l'igname grillé, du maïs bouilli, quelques morceaux de patates douces frites, ou même 2 biscuits secs quand il n'y avait rien d'autre. Parfois, Marie accompagnait Ada pour lui remettre la nourriture. Il ne parlait pas beaucoup. Juste un signe de tête, un sourire discret, et le paquet passait de main en main. Il n'y avait pas de longues conversations, pas de questions. Juste de la bonté, en silence. Les villageois commencèrent à remarquer. Certains murmuraient, d'autres haussaient les épaules. Mais Marie ne s'en souciait pas. Tout ce qu'elle savait, c'est qu'à chaque fois qu'Ada revenait de l'école et lui disait « Grand-père a souri aujourd'hui » ou « Il a dit que Dieu te bénisse encore », une chaleur étrange et douce remplissait son cœur. Et ainsi, cela continua. Des jours. Des semaines. Puis, un peu plus d'un mois plus tard, quelque chose se produisit. Ce soir-là, le village était calme. 2 visiteurs, grands et bien habillés, marchaient sur l'un des petits sentiers près du palais. C'étaient des Nigérians américains, jeunes chercheurs envoyés par leur université pour une étude sur le développement rural. Le roi d'Anyoma les avait reçus chaleureusement 2 jours plus tôt, et satisfait de leur mission et de leur politesse, il leur avait offert une chambre dans l'enceinte du palais. C'était leur 2e promenade du soir depuis leur arrivée au village. Le plus jeune des deux, Toby, marchait avec curiosité, son appareil photo balançant à son côté, capturant de temps en temps des images de l'environnement rustique. L'aîné, Tossa, marchait calmement à côté de lui, les yeux errant sans direction, jusqu'à ce qu'il se pose sur une silhouette assise sous un vieux poteau en bois tordu, près d'un buisson au bord de la route. Il s'arrêta. Toby continua de marcher, puis se retourna en réalisant que Tossa ne le suivait plus. Il le vit figé, le regard fixe, la bouche entr'ouverte. Un vieil homme était affalé contre un arbre, les vêtements en lambeaux, les yeux vides, perdus. Tossa s'approcha lentement, comme s'il avait peur que l'homme disparaisse comme un fantôme. « Non, c'est pas possible, » dit-il en s'agenouillant devant lui. « Papa » murmura-t-il. L'homme cligna des yeux, sans dire un mot. « Papa !»« Oh mon Dieu !» dit Tossa d'une voix brisée. Le vieil homme le regarda comme s'il voyait un inconnu. Aucune étincelle de reconnaissance. Aucun mot. Juste le silence. Toby s'approcha. Que se passe-t-il? Qui est cet homme? Tossa leva les yeux, bouleversé. C'est mon père. Ton père? Mais je croyais que... On croyait tous qu'il était mort, dit Tossa en hochant lentement la tête. Il se tourna à nouveau vers l'homme, qui ne parlait toujours pas. Il toucha doucement son bras. La peau était fine comme du papier, fragile. Il ne me reconnaît pas, murmura-t-il. Il ne sait même pas qui je suis. Le silence s'épaissit entre eux. Puis, les 2 jeunes hommes se relevèrent. Tossa, la voix tremblante, dit « Il faut qu'on retourne au palais.
Le roi doit savoir. Ils coururent aussitôt. Essoufflés et couverts de poussière, ils revinrent au palais. Le roi, déjà retiré dans ses quartiers, ressortit quand ils insistèrent sur l'urgence. Devant lui, Tossa prit la parole. « Votre Majesté, cet homme que nous avons vu près du buisson, c'est mon père. Il s'appelle Monsieur Sewa Wilson. » Il fit une pause, avala difficilement sa salive, submergé par l'émotion. Nous lui avons parlé pour la dernière fois il y a 3 ans, quand il est arrivé à l'aéroport de Laos. Il venait de prendre sa retraite et voulait s'installer calmement. Il avait dit qu'il voulait la paix. On l'a tous appelé ce soir-là, on a plaisanté. Il devait rester dans sa maison à Laos, avec mon oncle, Monsieur Zika. Mais ce fut la dernière fois qu'on a eu de ses nouvelles. Les jours sont passés, puis les semaines. On l'a appelé, mais ses téléphones étaient éteints. Ma grande sœur a même pris l'avion pour aller à Laos. Mon oncle a dit qu'il n'était jamais arrivé chez lui. On a cherché. On a engagé des détectives privés, on a vérifié les hôpitaux, les morgues, les dossiers de police. Rien. Finalement, après presque 1 an, on a pensé au pire. Peut-être qu'il avait été attaqué, ou qu'un malheur lui était arrivé. On a pleuré sa perte, mais sans pouvoir faire notre deuil. C'était comme enterrer quelqu'un sans tombe. Cet homme sans abri que j'ai vu aujourd'hui, c'est lui. Le roi, qui avait écouté attentivement, prit enfin la parole. « Tu es certain que c'est ton père ? Il est ici depuis plus de 3 ans. »« Oui, j'en suis sûr, » répondit Tossa. Son visage est plus vieux, plus marqué, mais je le reconnais. Même sans parler, je sais que c'est lui. Le roi fit un signe aux gardes. « Allez me le chercher immédiatement. Soyez doux avec lui. » Les gardes obéirent. Peu après, le vieil homme fut conduit au palais. Il ne protesta pas, regardait autour de lui, confus mais calme. Le roi l'invita à s'asseoir et lui posa des questions. Son nom, son origine, où il avait été. Il ne répondit pas. Il restait là, la bouche entr'ouverte, comme s'il essayait de se souvenir de quelque chose sans y parvenir. Tossa s'agenouilla de nouveau. « Papa, c'est moi, Tossa, ton fils. » Toujours aucune réaction. L'homme cligna lentement des yeux, puis détourna le regard. Tossa se leva, les larmes aux yeux. Il avait retrouvé son père, mais c'était comme retrouver une maison vide, sans lumière, sans vie. Il était là, mais absent. Le roi poussa un profond soupir. « C'est plus grave que nous le pensions. » Tossa serra les dents. « Qu'est-ce qui t'est arrivé, papa » murmura-t-il. Mais le vieil homme ne répondit pas. Il regardait le sol, comme si les réponses y étaient enfouies. Tossa se redressa et s'inclina devant le roi. « Votre Majesté, je voudrais faire une humble demande. S'il vous plaît, laissez mon père rester ici, juste quelques semaines, le temps que je termine mon projet. Je prendrai en charge tous les frais. Je ne peux pas le laisser retourner à la rue. Je l'emmènerai avec moi en ville quand je partirai. Je vous en supplie. » Le roi, un homme sage, l'observa un instant en silence. Puis il hocha lentement la tête. « Il y a une petite hutte derrière le mur nord, près des arbres. L'air y est pur, l'endroit est paisible. Il pourra y rester. Je vais t'affecter un garde du palais pour veiller sur lui jour et nuit. Tu n'as pas à t'inquiéter. » Les épaules de Tossa s'affaissèrent de soulagement. « Merci, Votre Majesté. Merci infiniment. » Ce soir-là, il appela ses frères et sœurs en Amérique. Leur voix était pleine de choc, de larmes. L'aînée, Enoch, mit un moment avant de pouvoir parler. Finalement, elle chuchota. « Réserve-moi un vol. Je viens en Afrique. » Dès le matin, les préparatifs commencèrent. Le lendemain, Tossa parcourut le marché local d'Anyoma. Il acheta de nouveaux vêtements, un pagne propre, 2 chemises, une paire de sandales et même un petit flacon de parfum et du savon. Les servantes du palais commencèrent à apporter de la nourriture 2 fois par jour, des fruits, de l'igname, de la soupe au piment bien chaude et de l'eau. Les gardes restaient toujours près de la hutte, fermes mais respectueux. Tossa venait souvent s'asseoir à côté de son père, lui parlait doucement, essayait de le faire revenir, de retrouver cet homme qu'il avait perdu. Mais le vieil homme restait silencieux. Jusqu'au 3e matin. Ce jour-là, Tossa avait apporté des bananes. Il les posa sur le petit tabouret près du tapis où son père était assis, regardant toujours le sol. Tossa ne s'attendait à rien. Mais alors qu'il s'apprêtait à se lever pour partir, son père parla pour la première fois depuis qu'il l'avait retrouvé. « Amène-moi mon petit ange. » Tossa resta figé. Il se retourna lentement. « Qu'est-ce que tu as dit ?» Le vieil homme le regarda. Ses yeux, bien que lointains, semblaient maintenant accrochés à quelque chose, un fil de lucidité. « Mon petit ange, » répéta-t-il. « La fille qui m'a donné à manger. »
Tossa cligna plusieurs fois des yeux, choqué. Une fille. Le vieil homme hocha la tête. Elle m'a donné du riz et des beignets. Elle m'a souri. C'est mon ange. Un frisson traversa la colonne de Tossa. Il s'accroupit près de lui. Papa, qui est-elle? Mais le vieil homme ne répondit plus. Il ferma simplement les yeux et poussa un léger soupir, comme si parler avait épuisé toute son énergie. Tossa resta silencieux un long moment. Ces mots résonnaient dans sa tête. Mon petit ange. Qui était-elle? Et où pouvait-il la trouver? Pendant ce temps, de l'autre côté du village, Ada marchait vers l'école plus lentement que jamais. Ses pieds traînaient, ses yeux balayaient le bord de la route, plein d'un espoir discret. Mais le vieil homme avait disparu. Depuis des jours, son coin restait vide. C'était comme s'il s'était évaporé. Chaque jour, elle emportait son petit paquet de nourriture, espérant qu'il revienne. Et chaque jour, son petit cœur se brisait un peu plus. Sa mère l'avait remarqué, bien sûr. « Ada, dit-elle doucement, ne sois pas triste. Cet homme, il a peut-être bougé. N'oublie pas qu'il est sans abri. Il a peut-être trouvé un autre endroit pour se reposer. » Ada hocha la tête, mais ses yeux disaient qu'elle n'y croyait pas. « Je n'ai même pas pu lui dire au revoir, » murmura-t-elle. Ce même après-midi, Tossa retourna à l'endroit exact où il avait trouvé son père, près du virage touffu, à côté du portail de l'école. L'endroit était calme. Il commença à poser des questions. Il parla à une vendeuse de fruits sur le bord de la route, à un garçon qui vendait de l'eau en sachet, puis à une femme qui grillait du maïs près du carrefour. La plupart haussaient les épaules ou secouaient la tête. Mais une vieille femme qui vendait du bois à côté plissa les yeux et se pencha. « Le vieux monsieur à la barbe grise ?» demanda-t-elle. Il s'asseyait là-bas, oui. « Oui », répondit rapidement Tossa. Une petite fille lui apportait à manger tous les matins, en uniforme scolaire. Très polie, toujours souriante. Le cœur de Tossa fit un bond. « Vous savez où elle habite ?» La vieille femme pointa un sentier à travers le champ. « Suivez ce petit chemin. Allez tout droit jusqu'à une vieille maison en terre battue avec un plant de manioc à côté. Sa mère vend au marché. C'est là qu'elle vive. » Sans perdre une seconde, Tossa la remercia et courut jusqu'au palais. « Toby ?» dit-il en entrant en trombe dans leur chambre d'amis. « On sort. »« Où ça ?» demanda Toby, surpris. « Trouver le petit ange de mon père. » Le chemin vers la maison d'Ada était court, mais chaque pas était chargé d'attente. Le cœur de Tossa battait fort. Ils arrivèrent et frappèrent doucement. La porte en bois grinça et Ada sortit. Elle les regarda avec curiosité, son visage doux et innocent. Toby parla le premier, stupéfait. « C'est juste une enfant. »« Bonjour monsieur, » dit Ada. Tossa fit un pas en avant, muet d'émotion. Puis il s'accroupit et demanda doucement. « Tu donnais à manger à un vieux monsieur qui s'asseyait près de ton école ?» Elle hocha lentement la tête, les yeux grands ouverts. « Oui, je l'appelais grand-père. Mais il n'est plus là. Je le cherche. » La gorge de Tossa se serra. « C'est mon père, » dit-il doucement. « Il est en sécurité maintenant, il est au palais. Il a demandé après toi. Il t'a appelé son petit ange. » Ada courut appeler sa mère. Quand celle-ci sortit, Tossa expliqua la raison de sa visite. Ensemble, ils allèrent à la hutte du vieux monsieur. Quand ils arrivèrent, le vieil homme était assis dehors, comme s'il attendait quelque chose. Et dès qu'il vit Ada, tout changea. Son visage s'illumina. « Mon petit ange, » dit-il, la voix chaude et vivante. Ada courut vers lui. Il ouvrit les bras, et elle s'y précipita, entourant ses épaules de ses petits bras. Des larmes montèrent aux yeux de Tossa. Son père, qui n'avait parlé à personne depuis des jours, riait maintenant. « Merci, » dit-il doucement, tenant Ada à distance, la regardant droit dans les yeux. « Merci de m'avoir vu quand le monde me tournait le dos. De m'avoir nourri. » Ada sourit simplement. Tossa observait en silence, la gorge serrée, les yeux brillants. Elle vit comment le vieil homme regardait sa fille, non avec pitié, mais avec une gratitude pure. Il se leva. « Madame, » dit-il, « merci d'avoir élevé une telle fille. Vous avez donné bien plus que vous ne le pensez. » Il se tourna vers Ada et prit ses petites mains entre les siennes. « Tu viendras me voir parfois ?» demanda-t-il doucement. Ada hocha rapidement la tête. « Tous les jours, si maman me laisse. »« Alors je t'attendrai chaque matin, » répondit-il. Derrière eux, Tossa et Toby ne pouvaient qu'observer en silence. 2 semaines plus tard, le projet de collecte de données était terminé. Tossa et Toby avaient fait leurs bagages, préparé leurs documents. Leur travail était accompli, mais leur cœur était lourd, pas seulement à cause des vérités découvertes, mais à cause de l'homme dont ils devaient désormais s'occuper.
Monsieur Sewa Wilson ne reconnaissait toujours pas Tossa. Il n'avait même pas reconnu sa fille aînée, Suzy, venue 5 jours plus tôt, et qui attendait à l'hôtel à Laos, comme Tossa l'avait demandé. Le plan était simple, quitter Anima ce matin-là, descendre à Laos, et entamer un lent processus de guérison et de réintégration à sa paisible vie. Ils avaient remercié le roi au lever du soleil. Celui-ci leur avait offert des bénédictions, des noix de cola, et son aide future. Mais juste au moment où ils chargeaient leur sac dans la voiture, Monsieur Sewa tira doucement sur la chemise de Tossa. « Puis-je voir mon petit ange une dernière fois ?» Tossa hésita. Son père ne comprenait toujours pas la situation. Il ne se souvenait pas de lui comme de son fils, ne se rappelait pas la vie qu'il avait bâtie ni la famille qu'il avait laissée. Ses souvenirs vacillaient comme une bougie. Mais une chose demeurait constante dans son esprit brisé, Ada. Alors Tossa acquiesça et envoya quelqu'un prévenir la famille. Quelques minutes plus tard, Ada arriva avec sa mère. Elle portait un petit sac contenant des arachides grillés et un dessin soigneusement plié. Quand le vieil homme la vit, il sourit immédiatement. L'éclat dans ses yeux s'intensifia légèrement. « Mon petit ange », dit-il avec joie. Ada courut vers lui, entoura ses jambes de ses bras. Tossa se tenait à distance, les yeux embués. « Je voyage », dit-il en la tenant. « On dit que je vais dans une grande ville. Je ne sais pas pourquoi. Mais je voulais te voir. » Ada sortit le dessin de son sac et le lui tendit. « C'est un nouveau, » dit-elle fièrement. « Toi et moi, dans une grosse voiture. » Il l'ouvrit lentement. C'était un dessin au crayon de cire de deux dans une voiture, saluant par la fenêtre. En dessous, il était écrit « Au revoir grand-père, reviens vite. » Ada recula, le regardant. « Tu vas nous manquer. » Puis elle retourna vers sa mère et fit signe de la main jusqu'à ce que la voiture disparaisse au loin. Le voyage jusqu'à Laos fut long mais paisible. Monsieur Sewa resta silencieux à l'arrière, entre Tossa et Toby, les yeux levés vers le ciel. Il ne parla presque pas. Quand ils arrivèrent, ils passèrent chercher Suzy à l'hôtel, puis décidèrent d'emmener leur père à sa vieille maison, celle qu'il avait construite avec fierté avant de revenir en Afrique. Celle où son jeune frère vivait avec sa famille. Ils arrivèrent peu après. Le gardien ouvrit le portail. Avant même qu'ils ne descendent, la porte s'ouvrit. L'oncle Zika se tenait là, une main sur l'encadrement, l'autre essuyant son front. Suzy s'approcha. « Oncle, c'est moi. J'ai amené quelqu'un. » Elle pensait qu'il serait heureux de revoir son frère. Mais quand ses yeux se posèrent sur le vieil homme qui descendait de la voiture, il recula d'un pas, blêmi, ses mains tremblaient. Puis il cria « Abomination !» Sa voix résonna dans toute la cour comme une explosion. « Tu n'étais pas censé être revu. Je ne devais jamais te revoir. » Tout le monde se figea. Même Monsieur Sewa. Tossa, choqué, s'écria « Oncle, que dis-tu » Mais Ika recula encore, comme s'il avait vu un fantôme. Le monde semblait basculer. Tossa se tourna vers son père. Il fixait la maison, silencieux, mais ses mains tremblaient. Il semblait commencer à se souvenir. « Que veux-tu dire par abomination » cria Tossa. « Que est-il arrivé à mon père » Mais l'oncle Zika ne répondit plus. Il tourna les talons et rentra en courant, claquant la porte derrière lui. Tossa et son frère restèrent figés, les yeux rivés sur la porte. À cet instant, aucun d'eux ne pouvait imaginer la tempête qui se préparait derrière ces murs. Un secret enfoui depuis plus de 3 ans. Un secret si sombre, si inattendu, qu'il expliquerait non seulement la disparition mystérieuse de leur père, mais bouleverserait tout ce qu'ils pensaient savoir sur leur famille. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de surveiller la partie 2, où le mystère autour de la disparition du Sewa Wilson sera enfin révélé. Vous verrez aussi comment le simple acte de gentillesse d'Ada changera sa vie de façon inattendue. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien manquer. À bientôt.